Bonjour à tous, bienvenue au mois du cloud. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un projet qu'on a réalisé. Ce projet, en réalité, c'est un bar connecté, donc qui, comme je l'ai dit, associe à la fois IoT et cloud. Donc on est des amateurs de bar, mais pas que ça. Donc il y a Samia à ma gauche, qui est aussi data scientist et co-organisatrice du Data XD. Moi-même, data ingénieur au sein de Xebia, et Diana, développeur back au sein de Xebia aussi. Donc, comme je vous le disais, ce projet qu'on a réalisé correspond à un bar connecté. Donc, la démo se trouve juste ici. Donc, vous avez l'écran ici qui correspond à ce qu'affiche la caméra. Donc, on a le but de ce projet, c'est de remplacer dans un bar la serveuse par un objet connecté. Donc, il s'agit, comme vous pouvez voir sur la photo, d'un Raspberry Pi sur lequel est connectée une caméra. Et donc, on peut voir sur cet écran ce que voit la caméra. Et donc, c'est tout simple. On a juste à mettre une bouteille devant la caméra et celle-ci va reconnaître qu'il s'agit d'une bouteille et lancer une nouvelle commande en envoyant un message dans le cloud. Et donc, via une application web qui est connectée au cloud, on peut voir l'ensemble des bouteilles qui ont été commentées. Donc là, voici l'application web. Donc là, on peut détecter les bouteilles d'eau et des bières et aussi d'autres choses. Donc, Diana, tu peux nous présenter la petite bouteille? Donc là, voilà, ça met un peu de temps. Voilà, ça s'est incrémenté, donc c'est passé à 49. Donc là, le Raspberry Pi a bien reconnu que c'était une bouteille de bière, et donc a envoyé un message au cloud. Et le message a été stocké au cloud, et via l'application web, on requête les bouteilles qui ont été commandées. On a bien vu que là, la bouteille a été commandée. Donc, comme je dis, c'est un projet qui associe IoT et cloud. Et donc, pourquoi on parle d'IoT et au mois du cloud? Donc, comme vous le savez tous, l'IoT, c'est l'Internet des objets. La première chose auquel on pense quand on pense à l'IoT, c'est la maison connectée, les bracelets connectés et autres. Mais l'IoT, c'est beaucoup plus que ça. Maintenant, ça s'industrialise. On a beaucoup de projets au sein de nos clients qui associent IoT et cloud et qui correspondent à des projets où on a des millions de capteurs. Et ce qui génère énormément de challenges comme la volumétrie. Donc, c'est des millions de messages dans la journée, voire beaucoup plus. Donc, c'est un gros volume de données à stocker, à traiter. Il y a aussi la question de la sécurité. Donc, c'est des objets. Il ne faut pas que ces objets soient piratables par des gens extérieurs. Et donc, tous ces challenges-là font qu'un développement en interne au sein des serveurs, donc une solution on-premise, n'est pas totalement adaptée parce que ça demande beaucoup de développement, de connaissances et c'est extrêmement coûteux en ressources et en argent. Et donc, la solution qui est la plus adaptée, c'est le cloud parce que le cloud a fait ses preuves là-dessus. Donc, c'est des solutions qui permettent de gérer plusieurs volumes de données à la seconde. Ça permet aussi de scaler rapidement des services, donc à la minute, voire à la seconde. Et donc, c'est capable de gérer tout un parc d'objets sur le terrain. Donc, c'est idéal pour l'IoT. Donc là, on va vous présenter une architecture classique qui associe IoT et cloud. Donc, sur cette image, je ne sais pas si on peut passer directement au grand écran. On n'a plus besoin de l'application web. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, c'est une architecture qui est associée à l'IoT et le cloud. Donc, sur votre gauche, on a l'ensemble des capteurs. Ça peut être la voiture connectée, des ordinateurs, ou sinon un pacemaker, ou la maison connectée ou autre, une bouteille de gaz connectée, qui sont, comme je l'ai dit, connectés à Internet via des passerelles. Ça peut être une borne Wi-Fi, une borne Sigfox, cellulaire ou autre. Il y a différentes façons de connecter. Donc ces capteurs sont connectés à Internet et puis communiquent avec une plateforme IoT sur la droite, sur laquelle on stocke, on processe l'ensemble des messages qui viennent des capteurs. Et après, on peut les visualiser sur des dashboards, comme l'application web qu'on vous a montré. Donc concrètement, pour ce projet qu'on vient de développer, on a utilisé deux clouds. Donc ici,
le cloud AWS et le cloud Azure. Donc sur l'ensemble de la présentation, on va parler que de Amazon, et vers la fin, on va parler aussi de Azure en faisant la comparaison. Donc schématiquement, comment ça se réalise? Donc sur la gauche, sur votre gauche, on a le Raspberry Pi avec la caméra connectée, donc ça correspond à l'objet, sur lequel on installe un logiciel qui s'appelle Greengrass, ça correspond à du Edge Computing. Samy va vous expliquer ce que c'est. Donc c'est un logiciel de l'environnement AWS. Donc le Raspberry Pi fait la reconnaissance, envoie le message directement sur le cloud AWS en communiquant avec un service qui s'appelle IoT Core. Et c'est le service de Amazon qui gère les capteurs et la connectivité avec les capteurs. Donc on reçoit des messages sur AWS, on les stocke. Et après, avec une application web qu'on a développée en Node.js, on est capable de requêter directement sur AWS l'ensemble des données. Voilà. Alors, dans la suite, on va vous présenter chaque partie et vous expliquer comment ça fonctionne au niveau de la démo. Donc, on va commencer par la partie Edge. Quand on parle du Edge, de la partie Edge, on est plutôt à côté du device. Donc, on est au début de la chaîne dans un projet IoT. On est proche des objets connectés. Dans un projet cloud classique, on a tendance à envoyer toute la donnée qui est générée par les objets connectés vers le cloud et faire la partie processing au niveau du back-end du cloud. Quand on parle du Edge Computing, on va faire une partie du traitement de la donnée au niveau des devices. Donc, on a un pré-traitement de la donnée qui va être effectué. On va filtrer de la donnée, on va générer de l'information utile qu'on va envoyer au cloud. Donc, le cloud, au final, il va soit faire encore un traitement sur ces données-là, soit il va juste servir de relais pour les utilisateurs finaux. Et ça a beaucoup d'avantages quand on parle de Edge Computing, parce que finalement, ça permet d'abord de décentraliser le traitement. Tout ne se fait pas au niveau du back-end du cloud. Donc, on va distribuer le traitement sur les différents devices, et ça permet d'augmenter aussi la reliabilité du système. Un autre avantage, c'est le fait de processer la donnée en local. Donc, on réduit la quantité de données qu'on va envoyer au back-end. On va aussi traiter plus rapidement la donnée, vu qu'on a un plus petit volume. Et on va aussi pouvoir rapidement avoir accès à l'information utile. On n'a pas besoin d'attendre que l'information arrive au cloud. Un autre avantage, c'est que tout ce traitement peut s'effectuer en offline. On n'est pas obligé d'être tout le temps connecté au back-end du cloud et envoyer les données en continu. Donc, on peut faire du traitement local en mode offline et une fois qu'on est connecté, on va envoyer l'information utile au cloud. La quantité de l'information est plus petite, on va réduire la bande passante. Et un autre avantage, c'est que sur certains projets, certaines entreprises, elles n'ont pas envie d'envoyer leurs données au cloud. Parce que ce sont des données qui sont sensibles, ce sont des données qui sont confidentielles. Et donc, le Edge Computing permet justement de garder cette donnée sensible en local chez l'entreprise. Et finalement, l'entreprise va envoyer au cloud juste l'information qu'elle a envie d'envoyer. Donc ici, sur notre démo, la partie Edge Computing, elle est constituée par le Raspberry Pi et la caméra. Donc la caméra, c'est notre device et qui est connecté au Raspberry Pi. On a utilisé, pour faire du Edge Computing, un service cloud de Amazon qui s'appelle Greengrass. C'est un service qui est sorti fin 2016, donc ça reste récent encore. Et à travers ce service, on a la possibilité de déployer ce qu'on appelle un Greengrass Group au niveau des devices, qui contient un Greengrass Core et qui va communiquer avec les différents devices. Et un Greengrass Core, c'est un software en fait, qui va gérer toutes les fonctionnalités qu'on peut appliquer au device. Donc, et assurer aussi la communication avec la plateforme cloud, donc dans notre cas, ça va être IoT Core. En parlant de fonctionnalités qui sont possibles au niveau de Greengrass Core, donc il y a plusieurs features, parmi lesquelles c'est la possibilité de lancer des fonctions lambda au niveau des devices. On peut aussi, donc c'est les fonctions lambda qui vont lancer par exemple le traitement de la donnée. Donc dans notre cas, il va faire toute la partie reconnaissance d'image en local sur le Pi et après envoyer le résultat de la reconnaissance au cloud. Il y a aussi la possibilité d'assurer toute la partie messaging entre le device et le back-end du cloud. Donc, dans notre cas, on envoie les messages en MQTT vers IoT Core.
Toute la partie aussi sécurité, authentification, envoi des certifications, donc tout ça est géré au niveau de Greengrass Core. Et aussi, il y a une autre fonctionnalité, c'est la partie Shadow, c'est de garder en fait une image virtuelle de mon device au niveau du Greengrass, et puis il va la synchroniser. Cette image se retrouve aussi au niveau du back-end, et une fois qu'il y a une connectivité entre le device et le back-end, on va synchroniser les deux états. On va avoir un exemple, on va plus parler de ça tout à l'heure en parlant du cloud. Une autre fonctionnalité qui est offerte par Greengrass, c'est la possibilité de déployer des modèles en local sur les devices, donc faire de l'inférence. Dans notre cas, on a déployé un modèle de reconnaissance d'image qui ressemble au modèle SqueezeNet. C'est un modèle léger pour faire de la reconnaissance d'image en embarqué. Et il tourne sur une plateforme qui s'appelle MXNet. Dans notre cas, le modèle, on l'a stocké sur S3. Du coup, il est appelé par la fonction lambda, qui est déployée sur le Pi. Mais on peut aussi passer par le service SageMaker, par exemple, de Amazon, pour créer le modèle, et puis aussi, pareil, le déployer sur le Pi via une fonction lambda. Donc, ce qu'on fait concrètement, c'est que la caméra, elle va prendre une image. Avec le modèle SqueezeNet, on va extraire des features. Donc, elles vont passer dans les différentes couches de mon réseau de neurones. Et il va donner des probabilités de prédiction. Et nous, on va prendre celle qui a la plus grande probabilité. Donc, dans notre cas, on prédit les bières. OK. Donc, maintenant, on a parlé de la partie device, tout ce qui se fait au niveau de device. Maintenant, j'ai mon information utile, qui est la prédiction. Donc, j'ai l'information que j'ai prédit une bière. Et j'ai besoin de l'envoyer à la partie cloud pour lancer la commande. Donc, pour l'envoyer, j'ai besoin de transmettre cette donnée à travers des protocoles. Donc, je suis à ce niveau-là. Donc, niveau, on va parler de réseau et de protocole. Donc, pour envoyer la donnée vers la partie back-end, le capteur, on peut avoir des cas où le capteur est capable d'envoyer directement la donnée, il est connecté au réseau Internet, il envoie directement la donnée au cloud. Mais généralement, en IoT, ce n'est pas le cas. Donc ici, mon device, c'est ma caméra, elle est connectée au Pi. Le Pi, il va jouer le rôle de la gateway. Donc c'est un composant embarqué, mais il est un peu plus puissant que mon capteur. Il peut faire du traitement local et il peut se connecter à Internet vers le back-end du cloud. Ici, ma caméra, elle est connectée avec un fil électrique, mais on peut avoir différents types de connectivité. Donc, il y a énormément de protocoles aujourd'hui en IoT. Il y a des protocoles qui sont en haute fréquence, on peut faire du 3G, 4G, mais aussi il y a des protocoles plus basse fréquence comme Sigfox et LoRa. Donc, qui permettent d'envoyer des petits messages et qu'on peut les connecter des petits capteurs. En fait, ils vont pas envoyer beaucoup de données et pas fréquemment. Donc, et ça consomme pas beaucoup d'énergie. Donc, une fois que j'ai transmis ma donnée depuis le capteur vers la gateway, donc dans mon cas, ça va être l'image qui est envoyée vers le Pi, et ben, j'ai fait mon traitement de la donnée, j'ai reconnu que c'est une bière, j'ai besoin d'envoyer cette information vers le back-end. Et là, je vais passer par le réseau Internet et à travers des protocoles applicatifs. Dans notre cas, c'est le MQTT. Donc, c'est un protocole qui est maintenant un standard au niveau de l'IoT. Et c'est un protocole léger qui se base sur le paradigme de Publish-Subscribe et qui permet d'envoyer les données d'une façon asynchrone vers le back de IoT Core, en passant par un broker. Mais il y a aussi plusieurs autres protocoles possibles, comme COPE ou AMQP qu'on peut utiliser. Donc dans notre cas, on a utilisé le MQTT. Et comme ça, on peut envoyer le message vers le back-end du cloud, donc la plateforme IoT Core. Bon, vous m'entendez? Bon, finalement, le message arrive à notre plateforme IoT. On est dans le dernier bloc de notre architecture. Et normalement, il y a plusieurs fournisseurs de plateformes IoT dans les clouds, mais tous les fournisseurs ont quelque chose en commun. Et toutes les plateformes ont trois éléments en commun. Un registry, que c'est l'endroit où on stocke, c'est comme un directory de devices, où on garde les données et les métadonnées des devices pour les chercher, les contrôler et savoir à quoi ça ressemble mon parc de devices.
Et il y a une brique de gestion pour la gestion de mes devices et de l'information qu'ils remontent, et une partie qui me va faciliter l'analyse de l'information qu'il y a pour pouvoir faire du big data ou avec les messages qui arrivent ou juste afficher qu'est-ce qu'on a besoin. Et finalement, il y a une chose que c'est le IoT Twin, que c'est comme un avatar, une image de mon device côté cloud. Alors, c'est très intéressant parce que à certains moments, si je perds la connexion avec mon device, j'ai une image de l'état de mon device dans le dernier moment connu. Alors, je peux jouer avec cet état et faire des changements. J'ai agi avec cet état qui s'est représenté comme un document JSON, et après, c'est la plateforme qui s'en charge de synchroniser cet état avec les shadows, les twins qui se trouvent dans les devices. Et sur Amazon, les twins s'appellent shadow. C'est pour ça que je me trompe parfois. Ça, c'est par rapport à l'architecture IoT. Maintenant, on a fait la même chose sur Azure, que c'est la plateforme de Microsoft, et on a fait une petite comparaison. Et sur Amazon, on a utilisé les services que vous pouvez regarder en haut. Greengrass pour les devices, pour la partie Edge. Et on a utilisé IoT Core comme la plateforme IoT. Et pour faire la gestion des messages, on a utilisé des Lambda. Et pour exposer l'API, pour pouvoir afficher la quantité de VR qui ont été commandées, on utilise Amazon API Gateway et on stocke l'information sur un DynamoDB. Et sur Azure, on peut trouver l'équivalence de même service et on a créé une architecture à peu près similaire. On a Edge pour la partie Edge, on a IoT Hub, que c'est la plateforme IoT Cloud de Azure, on a les fonctions, DocumentDB et les API Management. Et pour plus d'informations, on a ici, en mode table la même information que vous a montré, l'équivalence de services que vous pouvez trouver dans les deux plateformes. Sinon, pour finir, un petit feedback qu'on a trouvé avec le développement sur les deux plateformes. On a comparé certaines caractéristiques qui nous semblent importantes. Par exemple, pour le déploiement de tout ce qu'on a fait, on a trouvé qu'à ce moment sur Azure, surtout le déploiement de la partie Edge, c'était plus facile que sur Amazon. Parce que Microsoft permettait d'utiliser des Docker et que c'était synchronisé automatiquement dès qu'on changeait la version de mon Docker. Alors, pour la partie Edge, c'était simple. Pour la partie Amazon, ce sont des fonctions lambda. On déploie la fonction lambda et après, on doit synchroniser ce lambda avec la lambda qui s'exécute dans les devices, dans ce cas, dans les Raspberry. Dans les dernières modifications, dans les dernières versions d'Amazon, on peut trouver que maintenant, on peut utiliser des Docker aussi pour déployer sur la partie Greengrass. On n'a pas encore testé, mais c'est sorti récemment. Et pour la partie documentation, on a trouvé que ce sont des outils assez récents. Alors, il n'y a pas beaucoup de documentation ou dans les forums, même on a eu des problèmes qu'on a dû faire la réponse sur Stack Overflow, faire la question sur Stack Overflow ou sur le forum parce que personne n'avait pas testé. Et aussi la documentation sur des langues différentes en anglais, c'est assez difficile. Et parfois, il manque des choses, ce sont mal traduites. Pour la partie développement, plutôt sur Amazon était plus simple parce qu'il a beaucoup plus d'outils qu'on peut utiliser. Sur Azure, on est un peu plus limité. On doit utiliser tout le stack Azure déjà pour développer.
Mais il faut faire gaffe parce que normalement, quand on dit qu'on va développer de lambda, on a un ensemble de langages qu'on peut utiliser. Pour la partie Greengrass, on ne peut pas utiliser le même langage. Par exemple, pour Python, on devait utiliser la version 2, on n'avait pas Python 3. Et pareil pour Azure. Et pour la partie debugging, déjà débugger des applications IoT, c'est compliqué. Maintenant, débugger des applications IoT, c'est beaucoup plus compliqué dans le cloud. Voilà. Et on a eu à peu près le même problème. Voilà, c'est tout. Merci. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Vous avez utilisé quoi comme outil de dev sur Amazon? On fait quoi par IDE, où tu testes, test en local, test sur les devices, test sur la plateforme. Il y a plusieurs services qu'on a utilisés. Pour la partie Greengrass, c'était de développement Python. Alors, c'était comme on est habitué à faire du Python. Oui, on peut développer sur un IDE. Par exemple, on écrit... J'utilise PyCharm, par exemple, comme IDE. Après, pour le déploiement, même pour la partie back, parce qu'il y a une partie back, la partie back, les lambda qu'on a utilisés, se sont développés en Go. Et on a utilisé CloudFormation pour le déploiement. Est-ce que vous aurez pu reporter le traitement des images en local sur le Pi, c'est-à-dire faire la reconnaissance de bouteilles sur le Pi ou le faire sur le cloud? En fait, on le fait sur le Pi. Ah oui, d'accord. On fait sur le Pi et le résultat de la reconnaissance est envoyé au cloud. Greengrass c'est un service cloud qui permet de lancer des traitements sur le Pi et assurer après une connectivité vers le back-end cloud, la plateforme IoT Core. Donc en gros, la reconnaissance est faite en local et on passe par le service Greengrass parce que ça facilite le déploiement, ça facilite la sécurité, l'authentification, le messaging vers le cloud. Ouais. Moi j'avais une question, c'était vous avez parlé aussi justement sur cette partie-là, vous utilisez aussi S3 pour stocker quelque chose. Alors c'est là où j'ai pas bien compris, parce que vous avez un stockage, enfin vous faites un traitement local et vous appuyez sur S3 aussi en même temps. En fait, S3, c'est juste pour stocker le modèle. On a stocké en gros les coefficients de mon modèle dans S3. Donc la fonction lambda, elle a son endpoint. Si elle veut appeler les coefficients du modèle, elle va récupérer ça dans S3. Mais après, quand on déploie, en fait, tout est envoyé vers le Pi. Donc c'est juste parce qu'on va en gros, on va faire la fonction lambda, on va la créer dans le service lambda de Amazon. Donc on va paramétrer tout le corps que je vous ai montré, la partie qu'on va envoyer après dans le Pi, on va la paramétrer dans le back-end. Et là, le modèle, on l'a juste stocké dans S3, ça aurait pu être dans n'importe où d'autre. Et en gros, la fonction lambda, quand elle est constituée, elle sait que c'est là-bas, mais au moment de déploiement, elle va tout récupérer, les coefficients, le modèle, et tout va être déployé en local sur le Pi, et on peut faire le traitement en offline sans être connecté en permanence au cloud. Alors, c'est gros comme volumétrie, le modèle? Non, c'est un petit modèle léger, justement, qui ressemble à SqueezeNet, qui est exprès fait pour l'embarquer. C'est juste pour simplifier la liste. Ouais, c'est pour stocker quelque part, on a passé par S3. Ouais. Pourquoi vous avez pas utilisé SageMaker? C'était un choix, juste on a fait sur S3 parce que aussi on a développé le modèle ailleurs, on a récupéré le coefficient, on l'a mis sur S3, mais ça aurait pu être sur SageMaker et vous n'avez pas essayé? On n'a pas essayé. Mais la semaine prochaine, il y aura un talk sur SageMaker. Voilà, bien joué. Pour le debugging, comment vous faites justement? C'est un peu compliqué. Les logs, vous les envoyez sur le cloud? Alors pour la côté Greengrass, c'était compliqué parce que le debugging se fait en local sur le Pi.
Donc quand la lambda elle se lance, elle va écrire dans un fichier en local sur le Pi. Et donc il faut aller ouvrir le fichier et lire qu'est-ce qu'il y a comme erreur. Et le problème c'est que c'est pas très verbeux comme message d'erreur ou message de debug. Donc des fois c'était pas très compréhensible. Voilà, c'est pour ça qu'on postait aussi sur Stack Overflow ou contactait le service d'Amazon. Mais oui, le debugging, en tout cas côté Edge, c'est fait en local sur le Pi. Si on a des problèmes sur le device. Oui, c'est une piste d'amélioration. Oui, c'est une piste d'amélioration, il faudra travailler là-dessus. Et si on a effectivement énormément d'objets connectés, on ne peut pas se connecter sur chaque device, mais peut-être on peut récupérer tous les fichiers parce qu'on peut se connecter sur le Pi, donc on peut au pire exporter tous les fichiers de debug quelque part et faciliter leur analyse au lieu d'aller à la main se connecter sur le Pi. Enfin, ça, je pense, c'est quelque chose qu'on peut automatiser de façon, mais dans notre cas, vu qu'on n'avait qu'un seul Pi, on est allé en local. Mais le fichier de debug se trouve sur le Pi. Un des avantages en fait d'envoyer les données dans le cloud, c'est de profiter des services qui permettent de débugger en fait les applications dans le cloud. Je ne connais pas d'US, mais sur Google en fait il y a le Stack Driver qui permet de débugger en fait tout ce qui est logging, monitoring sur le code. Et ça peut-être en fait ça pourrait être en fait une cause pour laquelle on peut pusher le code dans le cloud. Et pas le garder en local. Enfin, donc, ouais, je vois. De profiter de tout ce qui est service côté cloud. Mais je pense que c'est clairement une piste à plus explorer et il y a sûrement des moyens, vu que c'est un service qui vient de sortir aussi, donc il est encore en mode test et il y a sûrement des pistes en cours pour automatiser justement la partie debugging. L'avantage du Edge, là ici on n'a qu'un seul objet, il faut comprendre que pour le Edge, il faut se retrouver dans un contexte industriel où on a une gateway qui va monitorer plusieurs centaines d'appareils qui vont juste envoyer quelques informations en température, humidité ou autre. Et donc, au lieu de tout envoyer d'un coup au cloud et faire des traitements là-dessus, donc ça coûte de l'argent, le faire directement sur la gateway qui va faire des pré-calculs, faire des résumés et envoyer ce résultat sur le cloud. Donc c'est pour ça qu'on a étudié le Edge. Merci beaucoup. On nous signale qu'il faut s'arrêter.